Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation des résultats du baromètre des flottes et de la mobilité de l'Arval Mobility Observatory 2021. Je suis Christine Lagoutte, je suis la secrétaire générale de l'Arval Mobility Observatory et je suis en compagnie de François Piot, président de l'Arval Mobility Observatory en France. Bonjour François. Bonjour Christine. Alors François, tu vas nous présenter dans quelques instants les principaux enseignements de ce baromètre. Mais avant de commencer, je vous rappelle juste que les résultats sont sous embargo jusqu'à lundi 0 heure. Sachez également que vous pourrez poser vos questions à la fin de la présentation via notre chat et que bien évidemment, nous prendrons un moment pour vous répondre. Enfin, vous recevrez cet après-midi la présentation intégrale du baromètre, le communiqué de presse, et puis vous aurez également un accès au replay par email qui sera accessible sur notre site internet. Alors François, sans perdre plus de temps, on va entrer dans le vif du sujet et je te donne la main pour nous présenter à la fois la méthodologie et les principaux résultats. Oui, merci à tous de nous rejoindre ce matin pour ce rendez-vous un peu périodique chaque année. La méthodologie, beaucoup d'entre vous la connaissent. Il s'agit d'aller interviewer les gens qui, dans les entreprises, sont décideurs en matière de flotte et maintenant de mobilité. Et donc, on a essayé d'élargir un peu le scope, pas seulement sur la façon de gérer sa flotte, de la financer et la nature des flottes, mais également sur l'introduction, on va dire, de ce phénomène de mobilité dans les entreprises. Alors, comme traditionnellement, notre baromètre couvre tous les pays d'Europe. Aujourd'hui, on ne parle que de la France. Les méthodes n'ont pas fondamentalement changé. Ce qui va vous intéresser, c'est de savoir que les questionnaires ont été réalisés entre le 6 novembre et le 21 décembre. Donc c'est tout à fait récent. Euh, il y a eu 5197 exactement interviews qui ont été réalisées dans l'ensemble des pays, dont 300 en France, dont nous allons parler maintenant et qui représente en moyenne une dizaine de minutes d'entretien avec les interviewés. Pour la facilité de la lecture, je vous rappelle que vous pouvez, enfin, les résultats sont classifiés pour un certain nombre de slides selon la taille de l'entreprise. Alors, quand il y a un petit bonhomme, c'est les entreprises de moins de 10 employés. Il y a eu 100 interviews qui ont été faites dans cette population. Et puis, deux bons hommes, c'est de 10 à 100. Trois bons hommes, c'est de 100 à 1000. Et au-dessus de 1000, c'est quatre petits bons hommes sur l'icône. Et puis, vous verrez des petits points, des petits ronds rouges qui vont aider, puisqu'on se présente à distance, pour vous, qui vous aider à voir précisément le point sur lequel je suis en train de parler et qui est un point d'attention dans la slide. Notre échantillon est réparti un peu dans tous les domaines de l'économie, la construction, l'industrie, les services, les commerces. Vous trouverez, pour ceux qui veulent aller un peu plus dans le détail, dans le document qu'on vous enverra, les répartitions par catégorie, enfin ceux qui veulent creuser un petit peu plus. Alors un petit mot des principaux résultats. Ce qu'on peut dire, c'est déjà que, alors je dis la Covid ou le Covid, selon la façon dont on traduit de l'anglais le mot disease, disons le Covid, parce que moi c'est comme ça que j'ai d'habitude, a bouleversé pas mal les habitudes. C'est vrai que les flottes en France résistent bien à la crise, avec notamment le soutien massif qui a été apporté par l'État au travers du gouvernement, un soutien financier notamment. Même si 10% des responsables de flotte se disent quand même un peu pessimistes sur l'avenir, près d'un sur deux anticipe une croissance. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que le contexte sanitaire a imposé aux gestionnaires de repenser un certain nombre d'habitudes de mobilité. Alors, ça a l'air d'être une évidence, hein, on a tous en tête le télétravail, les confinements, etc. Mais c'est vrai que c'était des tendances qui étaient anciennes et qui ont été boostées, on va dire, favorisées. Alors, ça concerne l'autopartage en entreprise, les budgets mobilité, qui est un sujet quand même assez nouveau et qui progresse, et puis des sujets comme la location privée ou le sacrifice salarial sur lesquels on reviendra.
Globalement, c'est toute la mobilité, tant individuelle que partagée, qui est en train d'être repensée. Et à terme, 6 gestionnaires sur 10 envisagent de faire rentrer ces solutions de mobilité. Et on va voir au travers des slides, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement les grandes entreprises, mais que ça commence à concerner un peu tout le monde. Alors, l'impact économique du virus combiné à des considérations environnementales soulève des questions sur l'avenir et en gros sur les différentes perspectives de réglementation plus restrictives ont amené les principales en termes d'énergie et de mix énergétique. Au-delà des changements dans la mobilité globale, on voit effectivement aussi des modifications vers les motorisations. Alors, ce n'est pas tout à fait une surprise, mais on va rentrer dans le détail. Ce qui concerne les hybrides rechargeables, avec encore quelques freins. Les hybrides tout court et les véhicules électriques sont très d'actualité, en tout cas dans les commentaires. Quelques freins également qu'on va voir, qu'on connaissait. Certains sont en train de se lever, d'autres pas. Et puis, on voit qu'il y a des solutions qui sont séduisantes face aux enjeux de la région coût pour 4 gestionnaires sur 10, notamment dans le contrôle des usages. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus nouveau en France. Voilà. Et puis, on passera un petit aperçu rapide sur la façon de financer les flottes, parce que malgré tout, les flottes restent encore un élément, même s'ils ne sont pas forcément toutes attribuées ou nominatives, elles restent un élément essentiel de la mobilité. Et donc, la question du financement est assez intéressante. Voilà. Alors, si on veut regarder les principales caractéristiques des flottes, je passe rapidement sur le durée de détention parce que c'est des sujets qu'on connaît. Il n'y a pas de très grande évolution, plutôt à la baisse. La durée de détention plutôt à la baisse dans les petites entreprises. En gros, et c'est lié notamment à la location longue durée qui a plutôt tendance à raccourcir les durées de détention. Et comme la location longue durée s'étend dans les petites entreprises, on voit ce phénomène. On est quand même aujourd'hui dans des durées de détention aux alentours de 4-5 ans, ce qui est dans les standards que nous avions l'habitude de connaître. Plus intéressant peut-être, le potentiel de croissance de la flotte. Là, dans les réponses que nous avons aujourd'hui, 49% des interrogés disent qu'ils pensent que leur flotte va augmenter. Ce chiffre était de 23% l'année dernière, donc là on voit significativement une évolution. Et seulement 10% pensent qu'elle va diminuer. On va revenir tout à l'heure les raisons qui sont à la base de ça. Vous voyez que dans les grandes entreprises, c'est même 59%. Donc c'est intéressant de voir que c'est même plus que les très très grandes. C'est dans ce cœur des grosses PME que l'on voit la voiture qui reste un élément essentiel des moyens de production de l'entreprise. Et donc, en fonction de la manière dont on regarde l'avenir, on voit également la flotte. Et les raisons pour ça, de façon assez intéressante, la croissance de l'activité, ou si l'activité doit grandir, pour 58% des Français, ce qui est à peu près le même chiffre, 59% des Français, ce qui est à peu près le même chiffre que l'échelon européen, est la principale raison de l'augmentation de la flotte. Donc, plus il y a d'activité, plus il y a de besoins, plus il y a de besoins, plus il y a de voitures, et donc des perspectives qui sont plutôt optimistes de la part des gens qui répondent en termes d'activité, et un impact sur la flotte. Mais innovation de cette année, pour 26% d'entre eux, et 31% plutôt en France, pour assurer un trajet sécurisé aux employés, la voiture devient un élément essentiel. Donc, le Covid, contrairement à ce qu'on aurait pu passer, pour 31% des répondants, c'est une cause d'augmentation de la flotte. Et on va voir qu'il y a une contrepartie tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant en dernier lieu, c'est que les ressources, les besoins en termes de ressources humaines, comme le recrutement, la rétention, la voiture valorisante, tous les sujets qu'on connaît, restent encore un élément important pour près de 30% des gens qui répondent à ça. Donc, dans un environnement où on considère que la voiture est à bannir, on voit que dans le monde de l'entreprise, pour l'instant, ça reste un élément important. Et alors, inversement, les raisons de la diminution, on retrouve l'impact du Covid euh, et l'impact du chiffre d'affaires. Donc, c'est un peu le revers de la médaille de la croissance et des chiffres qu'on avait avancés. Alors, 77% des répondants
considère que oui, définitivement, la grande aventure qu'on vient de vivre depuis maintenant quasiment jour pour jour 1 an avec cette histoire de virus a un impact direct sur leur flotte. Et donc, on ne peut pas analyser quelque réponse que ce soit de ce questionnaire sans avoir en tête qu'il est très impacté cette année par la crise sanitaire. Ce n'est pas tout à fait une surprise, hein, mais on le vérifie dans les réponses qui nous sont données. Alors, en termes de mix énergétique, qu'est-ce qu'on peut, à quoi peut-on s'attendre en termes d'évolution? La part attendue des véhicules électriques d'ici 3 ans, si on regarde les réponses pour les VP en France, ça serait de 46% des répondants pensent que leur flotte sera composée de véhicules à 100% dans les 3 ans. C'est un chiffre absolument considérable, composé à 100% dans les 3 ans. Et 43% pour les VU, ce qui, compte tenu de l'offre de VU aujourd'hui disponible, est une réponse qu'on peut interpréter de deux façons. Soit il y a une grosse attente et il va falloir que les constructeurs mettent en vente rapidement une offre très élargie, soit on va au-devant d'une grande déception. Quand on regarde ce chiffre un peu recyclé, ou plutôt comparé avec l'environnement de l'ensemble des pays dans lesquels Arval a fait ce baromètre, la France avec 80% déjà en place ou prévu dans les 3 ans se situe quasiment leader, enfin en fait juste derrière l'Italie, ou à un niveau comparable avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni, très au-dessus de la moyenne européenne qui était à 73. Et donc, on voit que clairement, les considérations technologiques sont très présentes dans l'esprit des décideurs. Bon, ce n'est pas très étonnant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de communication qui est faite à la fois par l'État et par les constructeurs. Mais on voit que la prise de conscience est tout à fait importante dans les entreprises. Alors, à la question, parmi ces technologies, quelles sont celles que vous utilisez ou que vous envisagez d'utiliser? 57% ont déjà, 50, pardon, dans les grandes, moyennes et très grandes entreprises, on voit que les chiffres sont assez comparables, autour de 90%. Ce qui marque mon attention, c'est les petites entreprises, donc les TPE et même les entreprises individuelles, qui sont déjà 57% qui envisagent d'utiliser des nouvelles technologies dans leur flotte. On a souvent dit les petites entreprises sont un peu en retard, en décalage. En fait, là, sur ces sujets-là, pas du tout. Ça concerne vraiment tout le monde. Alors, quelles énergies vont venir? Là, on voit qu'on a, j'allais dire, des réponses assez homogènes entre les hybrides rechargeables, les hybrides tout court et les électriques. En gros, pour 66%, 71 ou 70% des réponses, c'est déjà en place ou prévu de l'être. Et donc, par rapport à un discours que nous tenons à l'Observatoire assez souvent, qui dit qu'on ne va pas avoir tout supprimé le diesel, on ne va pas supprimer, on ne va pas faire que de l'essence, on ne fera pas que de l'électrique, mais qu'en fonction des usages pour les entreprises qui ont déjà fait une analyse, alors peut-être à la faveur des plans de mobilité par exemple, et qui ont fait une analyse un peu soutenue, un peu approfondie de leurs besoins et de leurs usages et de leurs déplacements, on voit que grosso modo, chaque usage justifie une motorisation et que cette réponse est très claire dans l'esprit des décideurs d'entreprise. Ils ne sont pas focalisés sur une seule énergie. Et quand on descend un peu plus dans le détail en fonction de la dimension des entreprises interrogées, là on voit sur les moins de 10, donc les TPE, on retrouve exactement cette harmonie entre l'hybride rechargeable, l'hybride et l'hybride électrique, 46, 46, 38. Et dans les entreprises de 10 à 100, 80, 99, 77. Donc, c'est vraiment très homogène. La prise de conscience d'une adaptation, d'une motorisation par rapport à un usage et un besoin se retrouve encore dans les 100 à 1000 et même dans les plus que 1000. On retrouve là quelque chose de très homogène. Je passe assez vite là-dessus parce que sinon, je vais vous endormir, mais ceux qui veulent creuser, vous aurez tous ces détails dans le document fourni. Alors, le mix énergétique par technologie, si on creuse un peu maintenant comment ça se passe, je commence par l'hybride non rechargeable. 71% des entreprises au total ont déjà ou vont intégrer des hybrides non rechargeables.
déjà 46% des petites. C'est sûr que l'hybride rechargeable n'a pas forcément toutes les vertus en termes notamment de rejet de CO2 que les rechargeables, on en reviendra juste après. Mais c'est certainement une façon déjà de faire une coupure entre le diesel. On voit là les interrogations qui sont celles de nos décideurs à la suite de la suppression attendue et demandée du diesel et probablement de l'essence derrière. Si on se regarde les ZFE et les évolutions des critères 1 et 2 maintenant, donc le sujet est très prenant. Et quand on regarde l'hybride rechargeable, alors on retrouve 70% en moyenne pour tout le monde, 46% pour les petites, en ayant bien à l'esprit que l'hybride rechargeable, on a souvent dit ça déjà, a une vertu en termes de rejet de CO2, à la condition qu'il soit utilisé de la manière dont il a été conçu, c'est-à-dire qu'effectivement on recharge le matin et on recharge le soir si possible, que l'on garde la réserve électrique pour la partie de trajet qui est en zone urbaine et qu'on ne consomme pas toute la réserve d'électricité sur quelques kilomètres d'autoroute au début. Et dans ces conditions, effectivement, l'hybride rechargeable trouve toute son utilité. Et alors, sur l'électrique 100%, 66% ont déjà ou vont envisager dans les 3 ans d'équiper leur flotte de véhicules électriques. 81% dans les grandes entreprises, ça c'est quand même un chiffre qui commence à devenir tout à fait significatif et qui est un peu en décalage avec les immatriculations réelles qu'on voit dans les entreprises, puisque en gros, bon an, mal an, on tourne encore en électrique plus hybride rechargeable aux alentours de 10-12%, ça dépend des mois, mais grosso modo, on est dans l'ordre de 10 d'une dizaine de pourcents des immatriculations. Donc on voit qu'il y a un décalage entre les intentions, la réalité, et très probablement, ça veut dire que quand on dit a déjà mis en œuvre, ça concerne une petite partie de la flotte pour l'instant, mais on voit bien que le sujet est adressé. Les contraintes pour la mise en place, celle qui arrive en tête, alors on est tous bien d'accord avec ça, c'est pour 61% d'entre eux, le chiffre a tendance à légèrement baisser par rapport à l'année dernière, mais c'est le nombre de bornes de recharge électrique. Il est évident que les annonces des plans de déploiement de ces bornes conditionneront le succès à terme du véhicule électrique si le réseau n'est pas au rendez-vous, et notamment tous les chiffres qui sont annoncés, les 100 000 à la fin de l'année, pour l'instant, c'est quand même pas très bien parti, puisqu'on avait un chiffre de 31 500 de mémoire au dernier recensement, dont seulement 7% sont des charges rapides. Si donc à la fin de cette année, le rendez-vous n'est pas tenu, ce frein mentionné déjà pour 61% des entreprises va très probablement encore s'augmenter. Le prix d'achat, Christine, j'ai dit une bêtise. Alors, c'est pas une bêtise, c'est juste que cette année, il y a 41% des gestionnaires qui expliquent que le nombre de bornes de recharge reste un frein. Et ce chiffre était de 61% l'année dernière, donc il est en forte chute. Voilà, excuse-moi, je me suis trompé de chiffre. 61 et 41, merci. Donc, c'est en très net déclin, ce frein. Voilà, alors c'est un intérêt d'avoir toujours Christine qui veille, parce que dès que je dis une chose inexacte, je suis rattrapé par la patrouille, c'est bien, c'est très efficace. Alors le deuxième sujet, c'est le prix d'achat plus élevé. Ça prouve que quand même, donc c'est pour 43%, 41% pour les Français, ça prouve quand même que l'approche TCO n'est pas partout, puisque en gros, pour ceux qui ont pris connaissance du TCO Scope, on voit que maintenant, en termes de TCO, le véhicule électrique commence à prendre une place enfin, montre une compétitivité réelle, voire dans un certain nombre de cas un avantage. Or, le prix d'achat là est encore mentionné pour 41% des répondants comme un frein. La gamme de modèles, on est maintenant à 34. C'est sûr que la profusion d'annonces de modèles qui vont sortir vont probablement évacuer ce frein très prochainement. Les solutions de recharge des employés au domicile, ça va rester quand même un sujet parce que c'est pas seulement un problème technique. Il y a bien sûr les gens qui sont pas en habitat individuel, pour lesquels on le sait, dans les copropriétés, c'est compliqué. Il y a le sujet de qui paye la recharge, comment on l'installe, qui paye l'installation, etc. Donc ça, c'est un gros débat dans les entreprises et ça va certainement rester pendant encore un certain temps
un frein. J'avance pour rester dans le timing qu'on nous étions fixés. Quelles sont les perspectives pour les mobilités alternatives? Donc là, on a fini avec la voiture, l'évolution du mix énergétique, et maintenant on se tourne vers la façon dont on se déplacera dans les entreprises probablement plus tard. Nous avons mis ici un petit rappel des définitions parce que c'était important que les gens qui répondent sachent exactement à quelles questions ils répondent. Alors, pour l'autopartage, évidemment, c'est des choses d'assez simples, mais quand on commence à parler de budget de mobilité ou d'appli de budget de mobilité, il était important qu'on ait bien en tête, enfin, que les répondants aient bien en tête les notions auxquelles on fait allusion avant qu'ils répondent. Alors, la vue d'ensemble, c'est que 77% des entreprises utilisent déjà au moins une des solutions ci-dessus. Et là, vous allez voir qu'il y a quelques surprises. Le premier commentaire, c'est que globalement, sur toutes les propositions qui sont faites, que ce soit l'autopartage, le covoiturage, le partage de vélos, les transports publics, les budgets mobilité, les applications, la location privée ou la location courte durée, grosso modo, on est dans les 67-70% de répondants qui disent avoir déjà ou être sur le point de adresser ce sujet dans l'entreprise. Donc les chiffres sont très homogènes en fonction des différentes options. Ça veut dire qu'il y a une grosse réflexion. En fait, il n'y a pas d'évidence qui apparaissent. Et c'est celle que j'ai marquée en rouge, qui me pose enfin, qui me prend, on va dire. C'est 69% qui disent utiliser déjà des applications pour réserver des solutions de mobilité, alors que en gros, ces applications sont très peu nombreuses et elles sont embryonnaires. Alors, je profite pour mentionner que Carval vient de lancer sa propre appli, qui est une vraie appli qui permet effectivement de construire des trajets en liaison avec les différents fournisseurs de ces mobilités enfin, multimodales. Mais il faut dire que jusqu'à présent, cette offre n'était pas très large. Alors, le fait que 69% y répondent, je pense qu'il y a un peu peut-être de la méthode Coué, où en tout cas les gens expriment plus l'envie de faire que la réalité. Il y a peut-être une petite confusion entre avez-vous déjà et ou envisagez-vous vraiment de faire. Dans ces mobilités alternatives déjà en place, alors si on creuse un petit peu, on voit que dans les grandes entreprises, là, en 99-95, donc l'affaire est réglée. C'est sûr que pour des raisons à la fois d'efficacité, d'anticipation, des difficultés qui viendront, peut-être aussi d'image, d'engagement en termes de responsabilité sociale d'entreprise, tous ces très grands groupes ont totalement intégré ça. Et dans cette espèce de triangle qu'on connaît où on demande à nos chefs de parc quelle est la priorité chez eux entre la RSE, le TCO et la satisfaction de leurs conducteurs, manifestement dans les grandes entreprises, le sujet de la mobilité alternative est complètement présent. Mais c'est aussi surprenant de voir que pour les petites, 65% ont déjà ou vont adresser ce sujet. On trouve évidemment l'autopartage qui était la solution la plus ancienne pour 90% des grandes, mais aussi 43% des petites, qui est en croissance malgré les inquiétudes qu'on pouvait avoir au travers de la crise sanitaire, parce qu'on a eu beaucoup de remontées de gens qui nous disaient oui, mais l'autopartage, quand les gens passent les uns derrière les autres. Bon, et puis je pense que finalement, un an après, on s'est habitué à prendre des précautions, on nettoie nos bureaux quand on arrive et qu'on sort des salles de réunion. Et donc, probablement, dans ces situations d'autopartage interne dans l'entreprise, des règles strictes ont été édictées et appliquées. Et donc, la réticence des collaborateurs pour rentrer dans un véhicule qui a été utilisé par un autre et avec les procédures de désinfection nécessaires a levé ce frein. Le covoiturage également, qu'on connaît encore une belle anticipation. Donc on voit que là, derrière ça, il y a sûrement beaucoup de sujets qui sont liés à la fois au TCO et à la responsabilité sociale d'entreprise. La mise en place de vélos, ça c'est tout à fait intéressant de voir que 33% ont déjà mis en place des solutions avec des vélos. 60% l'ont déjà ou l'envisagent en moyenne sur l'ensemble des entreprises. Ça impose tous ces décideurs, ça va leur imposer pas seulement de louer des vélos,
ou les acheter, pas seulement des vélos électriques, mais aussi un certain nombre d'obligations auxquelles ils vont devoir, obligations morales, je veux dire, pas légales, auxquelles ils vont devoir se soumettre, qui sont notamment prévoir des installations pour leurs salariés, pour sécuriser les vélos, pour les mettre à l'abri à la fois du vol et des intempéries, pour accueillir des collaborateurs cyclistes trempés quand il pleut ou j'allais dire en sueur quand il fait très chaud et leur permettre de se transformer en salariés normal. Et les entreprises qui n'anticiperont pas ça vont devant de graves déceptions parce que le niveau d'utilisation de vélo taffeur, comme on dit aujourd'hui, euh, ne sera pas au niveau espéré. Les transports en commun gardent quand même une place tout à fait importante dans cette organisation. Il faut avoir à l'esprit que probablement ça n'est plus l'unique moyen de faire le trajet, le trajet domicile-travail ou le déplacement professionnel, mais ça devient un morceau de l'assemblage. Et donc, tous les espoirs et toutes les attentes que nous avons dans l'amélioration à la fois de la fiabilité, du confort et de la fréquence de trafic dans le transport en commun, pour tout le monde de l'entreprise, ici, trouvent véritablement leur application. Les budgets mobilité, ça c'est vraiment quelque chose qui commence à percer très fort. 71% ont déjà ou vont les mettre en place. 60% des grandes entreprises, c'est un chiffre qui se compare à 19 l'année dernière. Donc là, on voit complètement arriver ce sujet de la carte mobilité, du budget mobilité, des applications de mobilité. On voit que, grosso modo, le thème bouillonne un peu partout. Les solutions de réservation des solutions, donc c'est des applications ou systèmes éventuellement manuels, sont là aussi comme une condition nécessaire pour satisfaire les deux points que je mentionnais jusqu'avant. La location privée, ça probablement ça s'inscrit dans une logique un peu similaire à celle du télétravail et du flex office, c'est-à-dire que les entreprises quelque part vont externaliser cette idée d'avoir des voitures. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les loueurs. Probablement, un certain nombre des collaborateurs qui avaient une voiture louée par leur entreprise, dès lors qu'ils auront une compensation financière, basculeront sur la location à particulier, donc du B2B2E ou du B2E tout court. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est certainement une évolution qui est en train de se présenter et qui s'annonce. Et puis, l'émergence, depuis 2-3 ans, mais confirmée, de la location courte durée, surtout de la location moyenne durée. En réalité, derrière ça, c'est surtout la moyenne durée qui se cache. Entre 79 et 88% des grandes, même 46% des petites. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres publiés par les lois pour voir que les flottes en moyenne durée connaissent une croissance très importante, ce qui n'a pas échappé aux loueurs courte durée qui, dans leurs difficultés que nous connaissons sur cette année moyenne durée, comme un relais face à une courte durée qui était en difficulté. On voit quand même que la probabilité d'abandonner une partie toute une partie de la flotte pour des mobilités alternatives, elle est pas négligeable. Donc, ça pose une question. Alors, probablement, c'est derrière l'abandon de la flotte, c'est plutôt un transfert. L'abandonner en faveur de l'autopartage, par exemple, ça n'empêchera pas d'avoir des voitures, ça n'empêchera pas les loueurs de les louer, mais elles seront louées dans des solutions d'autopartage plutôt qu'en direct. Ça vaut aussi pour la location privée, comme je l'évoquais juste avant. La loi L'Homme a joué un rôle forcément important dans ce dispositif. On voit que 47 et 41% considèrent que le verdissement de la flotte et les forfaits mobilité durable font partie des éléments essentiels de leur réflexion. Le plan vélo également, voilà, tout ça se regroupe. Il y a une certaine harmonie dans les réponses, même si globalement on peut penser que il y a un peu d'optimisme dans les réponses ou un peu d'anticipation. Les chiffres sont peut-être pas
lorsque les gens répondent entre ce qu'ils ont l'intention de faire et ce qu'ils ont fait, il y a peut-être encore un peu plus de ils ont l'intention de ce qu'ils ont fait, mais on voit que ça bouillonne dans tous les sens. Au travers des plans de mobilité qui ont pu être faits, 59% sur le télétravail, 43% sur le covoiturage. C'est sûr que le Covid est passé par là en ce qui concerne le télétravail. On avait déjà, avant même cette crise sanitaire, tous identifié l'arrivée du télétravail qui vient de beaucoup de raisons, on va dire, psychologiques et d'organisation. Euh, on est passé d'un temps où on contrôlait davantage les collaborateurs sur le temps qu'ils passaient que sur le travail qu'ils faisaient. Ça a passé maintenant avec tout le monde est à l'écran. Les managers contrôlent la quantité et la qualité du travail de leurs collaborateurs davantage à l'écran et finalement qu'ils soient dans le même immeuble ou à distance, ils n'ont plus ces réticences. Et puis évidemment, la crise sanitaire a accentué tout ça. Je mentionne ici également 33% sur le vélo électrique. Donc, nous savons tous que le vélo et le vélo électrique connaît un essor tout à fait important depuis un an. Tous les magasins de vélo électriques sont en rupture de stock. Mais on voit bien que même dans le monde de l'entreprise, ça commence à prendre une place tout à fait importante. Et ça me ramène mon commentaire juste avant sur les installations que les chefs d'entreprise devront faire. Enfin, comment les flottes financent-elles leur flotte? Comment les entreprises, pardon, financent-elles leur flotte? Eh bien, 90% des grandes entreprises ont encore l'intention ou continuent de financer avec de l'allocation longue durée. Alors, je vous rassure tout de suite, ce slide n'a pas été subventionné par les Lower ni par Arval, même si on est très content de lire ces réponses. On n'a pas influencé Kantar qui a fait ce questionnaire pour nous. Ça veut dire que cette tendance de fond que nous voyons depuis maintenant une cinquantaine d'années, qui montre que l'allocation longue durée est le moyen de financement à la fois le plus avantageux d'un point de vue gestion du coût et le plus souple d'un point de vue fonctionnement au quotidien opérationnel. Euh, les grandes entreprises l'ont expérimenté, continuent et l'anticipent. Et maintenant, 54% des grandes, des moyennes, des petites, pardon, en sont convaincus. Donc, il n'y a pas de doute sur l'avenir de l'allocation longue durée, peut-être dans des solutions d'autopartage. Donc, ce n'est pas du tout incompatible avec ce qu'on a présenté juste avant. Il y aura une modification, mais à la base, le financement de la voiture restera, d'après ces résultats, très porté sur la location longue durée. Et d'ailleurs, quand on voit la proportion d'entreprises qui ont l'intention de développer, alors on retrouve 90 sur les grands, 54% sur les petites. C'est un chiffre très significativement supérieur au chiffre européen, comme vous pouvez le constater. Donc la France devient un des pays modèles où on a au phare de la location longue durée. Un petit mot sur les véhicules connectés pour dire que on a aussi sondé les gens sur les raisons pour ceux qui ont équipé leur véhicule de connexion, de télématique. Donc derrière ça, il y a deux, trois solutions techniques sur lesquelles on n'est pas entré dans le détail. Quelles sont les raisons? C'est ça qui nous intéressait. Pour 50% d'entre eux, localiser les véhicules ou améliorer la sécurité du véhicule. Alors, je crois, pour être très honnête, que quand en France, on répond localiser ou améliorer la sécurité, c'est majoritairement améliorer la sécurité qui est la vraie raison, parce que nous savons tous qu'il y a en France une inquiétude sur le flicage, enfin, ces réticences. Cela dit, quand on commence à creuser un peu dans les détails, on voit que petit à petit, ces réticences commencent à s'estomper légèrement, et donc notamment parce qu'il y a des sécurisations qui sont mises un peu partout, et donc ça reste une raison majeure. Intéressant également l'utilisation non autorisée. Donc là, on se rend compte que dans la bonne gestion de la flotte, et notamment en termes à la fois d'équité au sein du personnel, mais également de coûts de TCO, le fait que les voitures soient utilisées pour ce pourquoi elles ont été confiées, c'est un sujet important et que la connexion des véhicules permet de gérer, on va dire, ce sujet, comme l'efficacité opérationnelle.
ce qui n'est pas faux, ce qui est une réalité, mais manifestement, c'est bien entré dans l'esprit de tous. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails par dimension d'entreprise. Vous pourrez retrouver tout ça. Je finis juste par un commentaire global qui est que globalement, on voit bien que cette année, deux phénomènes tout à fait significatifs. Un, l'impact de la crise sanitaire, indiscutablement, qui, et c'est le deuxième aspect, arrive dans une évolution, une évolution fondamentale des déplacements et des mobilités d'entreprise qui était entamée et qui a été accélérée. Voilà, j'en ai fini pour ce court résumé du baromètre. Le document que vous avez fait 150, je crois, slides, donc l'objectif n'est pas de vous assommer aujourd'hui, mais de vous donner un peu la tendance, le parfum de ce qui s'est passé et peut-être vous inciter à creuser ceux qui le souhaitent dans les slides. Merci beaucoup François, mais ces 120 slides, vous allez les recevoir par mail dans l'après-midi avec le communiqué de presse. Alors, je vous propose de passer aux questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez les poser directement via le chat, mais peut-être pour lancer le débat, peut-être François, une première question qu'on nous a posée. Sur plusieurs items, on voit quand même que les TPE rattrapent un certain nombre une partie de leur retard sur un certain nombre d'items. On explique de quelle façon? Alors, je crois qu'il faut avoir bien en tête que, à la base, dans les entreprises de petite taille, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elles avaient un comportement assez similaire à celui des particuliers. En gros, par exemple, en termes de TCO, elles avaient l'idée que la voiture coûtait pas cher parce qu'ils avaient en tête les 2, 3 révisions qu'ils avaient faites et peut-être quelquefois la prime d'assurance. Et en fait, ils n'intégraient pas du tout la réalité du coût de l'entreprise, le coût de la flotte. Euh, Tout ça a changé. Par exemple, il n'y a plus une publicité de constructeur qui aujourd'hui annonce un prix de vente d'un véhicule, mais c'est toujours des coûts mensuels, quel que soit le mode de financement. Votre voiture pour tant d'euros par mois. Ça a fait changer l'approche que les entreprises, les petites, ont sur leur flotte. Et du coup, elles ont commencé à prendre conscience que, comme les grandes, que la flotte et les déplacements, grosso modo, c'est le deuxième poste du compte d'exploitation, souvent après la masse salariale et en lice avec l'immobilier. Et donc, elle porte maintenant un regard beaucoup plus attentif sur tous ces aspects. En plus, la communication, on ne peut pas s'extraire de la communication tous azimuts qui est faite sur la mobilité en ce moment. Enfin, la mobilité, c'est bon, jusque y compris dans notre propre nom qui a changé, Normal Mobility Observatory. Donc, c'est vraiment le mot en vogue. Et donc, nécessairement, toutes les petites entreprises ont adressé ça. Et également, la crainte qu'ils commencent à avoir au travers des accès de plus en plus réglementés dans les centres-villes pour telle ou telle catégorie de véhicules. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que les petites entreprises suivent cette tendance. Merci François. Alors, une autre question. Avez-vous pu mesurer dans le baromètre la variation du taux de mobilité des salariés suite à la Covid et la généralisation du distanciel, du travail à distance? Autrement dit, est-ce que on observe une baisse, une réduction des parcs? Est-ce que le parc va avoir tendance à se réduire? Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'on observe une réduction? La réponse est non. Aujourd'hui, au contraire même, la plupart des flottes ont eu plutôt tendance à être stabilisées ou augmentées. Ce qu'on a observé, c'est pour ce qui concerne les flottes en location, un certain nombre de renégociations des contrats, d'allongement des contrats, ce qui est une solution tout à fait, ça fait partie des vertus de la location longue durée, c'est-à-dire qu'en période difficile, soit économique, soit celle qu'on vient de vivre, on peut tout à fait rallonger un contrat d'1 an ou de 2 ans, ce qui a pour effet de baisser le coût mensuel, tout en conservant avec des véhicules qu'on a maintenant, qui sont de solidité, d'une fiabilité qui passe largement au-dessus des 100 000 km, ce qui permet de conserver l'outil de travail dans des conditions économiquement moins élevées.
Alors, deuxième partie de l'aspect pour demain, quand on regarde les anticipations qui sont écrites là dans ces slides et dans ces réponses, on voit que non, pour l'instant, on n'est pas du tout la tendance à la réduction. Alors, je dis rendez-vous dans un an à la prochaine livraison du baromètre pour voir comment ça a évolué entre-temps. Alors, une question en matière de mix énergétique. On a pointé la différence entre les immatriculations hybrides rechargeables, 100% électriques. Qu'en est-il des intentions d'achat en matière de diesel et d'essence? Et là, Bon, alors là, c'est sûr il faudrait être obstiné, j'allais dire, pour continuer dans une entreprise de dire je vais poursuivre ou augmenter ma proportion de véhicules diesel. Tout est fait pour apporter une réponse inverse. Cela dit, la réalité, c'est quand même que pour le VU, l'offre pour l'instant est très portée sur le diesel et que donc, quelles que soient les intentions, ne serait-ce qu'à cause de l'offre, le diesel reste une réponse assez satisfaisante. Euh, pour ceux qui sont encore orientés sur le TCO, euh, il y a des populations dans les entreprises qui sont des très gros rouleurs. Chez les loueurs, on en connaît beaucoup. Des gens qui font 70, 80, 100 000 km par an. Et donc, que ce soit en termes de confort ou de TCO, le diesel pour ces rouleurs-là reste encore la solution la mieux adaptée. Peut-être que dans quelques années, lorsque le réseau de recharge électrique électrique rapide sera très largement déployé, on passera du diesel à l'électrique, mais pour l'instant, c'est quand même pas l'actualité. alors une autre question. Il y a toujours un décalage entre la croissance des achats de véhicules et le recours à l'autopartage. On est sur un ratio, une voiture en autopartage remplace en moyenne 7 véhicules. Comment explique-t-on ce décalage? Ben, l'autopartage, ça n'est pas forcément la réduction de la flotte, c'est une meilleure optimisation. Je pense que souvent, on a cette espèce d'idée raccourcie que quand on va passer à l'autopartage, on va réduire la flotte. En fait, c'est plutôt dans le monde des entreprises qui ont véritablement fait une analyse en termes d'autopartage, c'est plutôt le résultat d'une autre euh, réflexion qui consiste à dire un bon véhicule pour un bon usage. Ceci n'était pas possible il y a encore quelques années parce que dans l'esprit, et particulièrement en France, ma voiture dans laquelle j'ai mes petites affaires, je laisse mon vélo et mes baskets pour le week-end quand j'irai faire du sport. Donc c'est ma voiture que, même si c'est une voiture d'entreprise, c'est moi qui suis l'utilisateur et c'est ma voiture. On voit bien que ça, c'est en train complètement de changer, et notamment à la faveur de la poussée des jeunes générations qui, sur tous les thèmes, pas seulement sur la voiture, sont beaucoup moins attachées à la propriété, s'échangent, se sous-louent leurs outils de bricolage. On connaît tous ces tendances-là. Et donc, dans l'entreprise, l'idée, c'est plutôt qu'on a des grosses voitures, des petites voitures, on en a des qui sont avec des carburations variées, et qu'en fonction des besoins, on va plutôt prendre celle qui est la mieux adaptée. Exemple, un commercial qui est en charge principalement d'un département, mais accessoirement de quelques départements lorsque son collègue est en vacances. Pour tous les déplacements qu'il va faire chez ses clients dans le département, une solution électrique, voire hybride rechargeable, est tout à fait adaptée. Et puis le jour où il faut quand même qu'il fasse un trajet un peu plus éloigné, il va prendre une voiture avec laquelle il n'aura pas ces inconvénients de recharge. Eh bien, dans la mutualisation des voitures du parc en autopartage, même si globalement la flotte est la même, chacun va trouver, en fonction de son usage, le modèle qui lui est nécessaire à chaque fois. Alors, pour rester dans le timing de notre conférence, on va prendre encore une question, François. On a vu que les barrières à l'achat ou à la location de véhicules 100% électriques étaient en train de sauter progressivement. Malgré tout, le thème des bornes de recharge, à la fois leur disponibilité, mais également la façon d'utiliser ces bornes de recharge, c'est-à-dire les différentes offres.
très, très diverses des opérateurs. Est-ce que ça ne peut pas constituer un frein à terme? Et deuxième barrière, les bonus, on sait qu'ils vont être réduits à partir de l'été. Est-ce que là encore, ça peut être pas un frein, mais un élément de ralentissement de cet engouement? Alors, sur les bornes, dans un monde idéal, Higher Dream, dans un monde idéal, il n'y a plus qu'une seule prise. Toutes les bornes sont rapides, elles sont en nombre suffisant. Et donc, quel que soit mon trajet, j'arrive, je m'arrête pour faire mes courses au supermarché en sortant du travail. Je vais chez mon médecin, je vais chez un ami, je vais chez un client ou simplement je suis sur l'autoroute et je m'arrête pour satisfaire un besoin alimentaire nécessaire, quelques minutes ou un quart d'heure, je trouve là le moyen de charger. Dans les bornes rapides, on récupère en quelques minutes, quelques dizaines, voire en plus de minutes, une centaine ou davantage de kilomètres d'autonomie. Et donc, effectivement, l'autonomie n'est plus un sujet. Ce qui est un peu préoccupant aujourd'hui, c'est que derrière le discours, en fait, on n'en est pas tout à fait là. D'abord, on n'a pas encore, et on en est loin, on n'a pas une seule prise, même si il commence à y avoir une certaine concentration sur un modèle de prise, mais pas comme une seule prise. En second lieu, les différents réseaux de recharge nous ont réservé quelques mauvaises surprises qui passent des messages tout à fait, tout à fait décourageants, je pense. Je pense à Corridor qui ferme comme ça du jour au lendemain parce que les actionnaires derrière, tout d'un coup, ont un conflit d'intérêts. Je pense à Unity qui modifie brutalement sa tarification. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais c'est des messages qui sont tout à fait difficiles à comprendre pour les futurs utilisateurs. Et puis, toutes les communications qui sont faites à la fois par le gouvernement et par les énergéticiens sur le nombre de bornes, je l'ai mentionné tout à l'heure, si on n'est pas au rendez-vous, ou si, en définitive, toutes ces bornes sont, pour l'essentiel, pas des bornes rapides, là, oui, c'est sûr qu'on va créer des déceptions. Il m'est arrivé souvent de faire le parallèle avec ce qu'on a vécu il y a une trentaine d'années sur le plan de déploiement des stations GPL, qui était annoncé très ambitieux, qui avait amené un certain nombre de gens à opter pour le GPL, et puis finalement, on a été très déçus par le nombre de stations qui étaient équipées, et puis le véhicule suivant, pour le premier renouvellement, n'était plus GPL. Ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup d'autres pays. Donc, je pense que là, il y a vraiment, vraiment un sujet. Sur les bonus, si on écoute l'administration, leur idée, c'est que, alors, ils ne le disent pas aussi clairement que ça, mais leur idée, c'est que être aujourd'hui à la tête du budget de la France, et particulièrement dans l'année qu'on vient de vivre, c'est compliqué. Il y a beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues, on le sait. Bon. Et donc, malgré tout, la transition énergétique est nécessaire. Et leur idée, c'est de dire, bah, si on descend un peu le niveau des bonus, on ajustera pour voir si ça freine autant qu'on l'attend cette production. Mais une fois que la tendance sera lancée, en définitive, bah, on pourra bonusser de moins en moins les véhicules. Le marché va continuer à satisfaire. C'est sûrement pas une bonne nouvelle, mais sommes ici, aucun d'entre nous à Bercy, mais il faut se mettre à leur place. Ça va être compliqué de gérer le budget de la France aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci François pour toutes ces réponses, pour cette présentation. Merci à tous. Il est temps de clôturer notre conférence si on veut rester dans